tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors on change un petit peu de d'habitude. On n'est pas en mode vlog cette fois-ci, on est en mode posé, j'ai envie de vous dire, voilà. Et j'ai à mes côtés une invitée de marque. Je rêvais de la voir sur ma chaîne et je suis tellement contente qu'elle soit là. Céline, bonjour. Bonjour Jill, merci beaucoup de m'inviter, je suis ravie d'être là aujourd'hui. C'est trop chouette, merci beaucoup d'avoir accepté de venir jusqu'ici dans mon petit village en Belgique, toute une traversée, une épopée, j'ai envie de dire. Toi tu étais en ce moment à Paris, mais tu vis à Bali. Exactement. Autant vous dire que l'avoir ici, dans ce fauteuil, chez moi à la maison, c'est un alignement parfait des planètes. Complètement. Alors Céline, je vais te laisser te présenter. Je vais pas le faire à ta place. Moi j'aime que mes invités, quand je les reçois, ils puissent avoir cette liberté de se présenter comme ils le souhaitent. Je m'appelle Céline Bergamini, je suis facilitatrice en Kundalini Activation et formatrice, c'est-à-dire que je forme des personnes aussi à devenir facilitateurs en Kundalini Activation et je vis à Bali depuis plusieurs années déjà, maintenant depuis plus de 3 ans. Incroyable. Alors Céline, moi j'ai envie d'abord de te demander, pour ceux qui ne connaissent absolument pas le terme, le mot Kundalini, la Kundalini c'est quoi? Avant de passer vraiment dans qu'est-ce que l'activation, qu'est-ce que l'éveil, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses à expliquer, c'est un domaine quand même assez vaste, mais tout d'abord la Kundalini c'est quoi? Avant toute chose et surtout avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo, il y a une chose importante que j'aimerais signaler, c'est que tout ce que je vais dire, tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo, ça va être ma perspective à cet instant T, ma façon de voir les choses, qui n'est pas forcément la façon de voir les choses de tout le monde, et qui peut être aussi évolutive évidemment, donc à aucun moment dans cette vidéo je ne veux asséner de vérité générale, chaque personne a sa propre vérité, n'est-ce pas, et que deux vérités différentes ne veut pas forcément dire qu'il y en a une qui est fausse et une qui est vraie, donc ça c'est quelque chose d'important que je voulais préciser en début de cette vidéo. Et donc la Kundalini, c'est une force vitale, une énergie que l'on a tous à l'intérieur de nous, dans le bas de la colonne vertébrale. Et en fait, quand elle s'appelle Kundalini, ça vient en fait du sanskrit Kundala qui veut dire enroulé. Ça veut dire que c'est une énergie qui est enroulée en bas de la colonne vertébrale. Et quand elle s'élève, et bien d'ailleurs elle ne s'appelle même plus Kundalini, puisqu'en fait Kundalini c'est vraiment le terme quand cette énergie elle est levée en bas de la colonne vertébrale, et quand elle s'élève, et bien ça devient du prana, et les personnes peuvent vivre ce qu'on appelle un éveil de Kundalini, mais on peut dire que la Kundalini c'est du prana statique, il y a différents types de prana, qui est l'énergie vitale, et c'est un terme qui nous vient de l'Inde, du sanskrit, où il y a pas mal de littérature à ce sujet. En Inde, c'est surtout là-bas où ils ont beaucoup exploré cette énergie et tous ces sujets, bien avant nous, bien avant que ça arrive en Occident évidemment. Et quand on parle de cette énergie vitale, évidemment, on la retrouve un peu partout dans le monde, dans diverses cultures. Quand on regarde un petit peu les pratiques chamaniques ou quand on regarde la pratique du inner dance par exemple, tous ont ce même but, c'est-à-dire de permettre d'activer cette énergie pour se sentir mieux dans sa vie, pour avoir une vision plus claire de ce qui se passe autour de nous et de finalement retrouver une sorte de conscience collective et énergétique. Alors, ce que j'en pense, c'est qu'il faut distinguer l'activation ou l'éveil de la Kundalini avec l'activation de l'énergie vitale qu'on va plutôt appeler prana. D'accord. Encore une fois, la Kundalini c'est une forme de prana. Et ce qui se passe dans les séances de Kundalini activation et autres types de séances similaires, ça va être plutôt la circulation du prana dans le corps. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Cette énergie, elle a été explorée dans diverses cultures. Dans la médecine chinoise, on appelle ça le qi. Il y a pas mal de pratiques en fait qui travaillent avec cette énergie, comme par exemple le tai chi, le qigong. C'est quelque chose pour la médecine chinoise qui est quand même commun. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir distinguer l'éveil de la Kundalini et l'activation de la Kundalini ou la pratique de la Kundalini activation. Alors, en parlant de Kundalini, il y a une autre pratique aussi qui est le yoga Kundalini. Là, on est à nouveau sur quelque chose de différent. Ce qui, moi, m'a posé un petit peu de problème par rapport à ça, parce que je m'étais intéressée... en fait, j'avais trouvé un cours de yoga près de chez moi, ici à la campagne, ce qui est déjà extraordinaire. Et dans les cours de yoga, ils proposaient un yoga Kundalini. Et donc, je me suis dit, ah, c'est trop bien. Puis j'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux que je faisais cette pratique de yoga. Et là, de nouveau, grand warning, attention, parce que
Le yoga Kundalini, ça a été utilisé à mauvais escient par un maître yogi, gourou, qui avait des dérives sectaires vraiment pas cool du tout, et qui a démocratisé, on va dire, le terme yoga Kundalini aux États-Unis, alors que derrière tout ça, et derrière la pratique du yoga, je parle bien du yoga ici, se cachent quand même à ce moment-là des dérives sectaires. Comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que jeunes initiés, j'ai envie de dire à tout ça, ou toutes ces personnes qui sont en recherche spirituelle, de ne pas confondre toutes ces différentes choses? Parce que aujourd'hui, quand on cite le mot Kundalini, il y a énormément d'amalgames. C'est un peu un pot pourri où on met tout dedans et plus personne ne s'y retrouve, j'ai l'impression, parce que les réseaux sociaux, évidemment, n'arrangent rien, parce que tout le monde a maintenant cette fâcheuse habitude de donner son avis comme étant une vérité absolue. Nous, comme on a cette visibilité et cette voix, on doit justement faire attention, et moi je le dis toujours aussi en début de mes vidéos, peu importe le sujet que j'aborde, je dis toujours qu'il s'agit de mes croyances, que en aucun cas je n'apporte une vérité sur n'importe quel sujet que j'aborde, c'est vraiment de l'expérience personnelle et une croyance personnelle. Ça plaît ou ça n'intéresse pas, ou voilà, chacun est libre évidemment d'évoluer sur son chemin, mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas cette réflexion-là, et quand ils viennent te parler, ben moi j'ai eu des messages de « c'est super dangereux de faire de la Kundalini parce que tu peux devenir fou, parce que ceci », comme étant une vérité, voilà, c'était acté, signé, la Kundalini c'est dangereux, on ne le fait pas, et on peut pas en parler sur les réseaux parce que c'est dangereux. Comment est-ce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas peut justement déceler les différences? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui soulève beaucoup de fascination, beaucoup de peur. C'est un sujet qui peut être aussi assez tabou. Et déjà, la première chose, c'est de pouvoir bien distinguer tout ça. Hein. Donc, on va distinguer l'éveil de la Kundalini, de la pratique de la Kundalini activation, du Kundalini yoga, qui est encore autre chose. Ça, voilà, déjà, c'est important de bien séparer les choses. Le Kundalini yoga, je ne suis pas prof de Kundalini yoga, je ne suis pas du tout spécialisée en Kundalini yoga, je peux que parler en fait de mon expérience, que j'ai déjà pris des cours. Oui. Donc le Kundalini yoga, tu vas en fait volontairement faire différents mouvements, différentes respirations, différents mantras pour préparer les différents corps, enfin plutôt pour harmoniser les chakras et pour préparer les différents corps physiques, mental, énergétiques, émotionnels à un éveil de Kundalini. Donc on va dire que c'est une pratique de la volonté. Moi, les cours de Kundalini yoga que j'ai fait notamment à Bali se sont très bien passés. Souvent il peut y avoir aussi des libérations émotionnelles, ça peut venir travailler sur différentes choses. Je trouvais ça très intéressant. La Kundalini activation, c'est une méthode de lâcher prise pendant laquelle les participants vont être allongés pendant 1 heure les yeux fermés et vont vivre une expansion de conscience, une activation de leur énergie vitale, même si en soi le prana il est déjà activé, il est partout, il est en nous, il est dans la nature, il est dans les animaux, il est déjà partout. Si on n'avait pas notre prana activé, on ne serait pas en vie. Donc on va dire qu'on va faire circuler l'énergie pour plonger les participants dans un état de conscience élargie, dans une transe consciente, pour vivre une vie qui va être allégée de certains poids, comme par exemple des blessures du passé qui nous alourdissent, des croyances limitantes, des histoires qu'on se raconte, des schémas de pensée répétitifs, différentes addictions aussi. On va venir nettoyer tout ça, nettoyer les différents corps. Donc on peut avoir des déblocages physiques, des déblocages émotionnels. Parfois on voit des gens pleurer parce que justement il y a quelque chose de lourd qui les retenait, qui les bloquait, qui les empêchait d'avancer, qui va venir se libérer, ils se sentent beaucoup mieux après. Des déblocages aussi de nœuds mentaux, tu sais, quand on se prend beaucoup la tête et qu'on s'accroche à beaucoup de choses, la Kundalini activation va permettre justement de pouvoir se détacher beaucoup plus des choses, être beaucoup plus serein, beaucoup moins dans le stress. Peut-être briser des croyances limitantes aussi. Aussi, bien sûr, puisqu'en fait on va se libérer de certaines peurs, donc on va pouvoir mieux avancer dans la vie avec plus de confiance en soi, plus d'estime, et on peut dire, alors là j'ai vraiment résumé, on pourrait y revenir après, on peut dire que la Kundalini activation peut préparer un potentiel éveil de Kundalini. Il est très peu probable que vous viviez un éveil de Kundalini suite à une séance de Kundalini activation, voire même suite à une séance de yoga Kundalini. C'est là vraiment pour préparer. Les dangers de l'éveil de Kundalini qui de manière générale arrivent spontanément, c'est quand on n'est pas préparé. Et justement, ces méthodes-là permettent de s'y préparer. Maintenant, je m'y connais pas suffisamment sur le Kundalini yoga pour vous en parler plus. Je peux juste parler d'expérience et pour moi, c'était une bonne expérience. Après, c'est comme tout, c'est comme partout. Il y a des personnes qui vont utiliser une méthode à bon escient et d'autres à mauvais escient. Et des dérives sectaires, il y en a dans tous les milieux, enfin surtout sur toute la sphère développement personnel,
et spiritualité. Oui. Donc voilà, ça peut arriver dans plein de domaines différents. Et c'est ça que je discutais avec cette jeune femme qui a notamment créé un compte Instagram pour un petit peu parler de ses dérives sectaires. Je lui disais, mais le mot Kundalini n'a pas été inventé par ce gourou. Lui, il a utilisé ce terme qui est là depuis la nuit des temps. Il l'a utilisé pour créer un yoga. Alors elle me disait, en effet, quand on regarde sa pratique du yoga, celle qu'il a façonnée et créée autour de la Kundalini, il y a à boire et à manger, il y a des très bonnes choses et il y a des choses qui sont moins bonnes. Comme par exemple, elle m'expliquait que les mantras qui sont répétés pendant la pratique du yoga, Kundalini, sont des mantras qui ont été purement inventés par cet homme. Et que là, par exemple, il fallait faire attention parce qu'on récitait vraiment des mantras que lui utilisait dans ses dérives sectaires. Mais elle m'expliquait aussi que les exercices de respiration qu'on fait en yoga Kundalini sont absolument géniaux, ils sont super bons, ils ne peuvent absolument pas faire de tort. Les positions sont des positions de yoga comme il en existe dans beaucoup d'autres types de yoga. Et donc c'est plutôt en fait l'intention, je pense, et c'est ça dans tout, c'est l'intention qu'on va y mettre. Aussi, je pense, avoir ses propres limites et pouvoir aussi capter à quel moment ça devient peut-être bizarre ou à quel moment est-ce que votre professeur ou la personne qui va pratiquer avec vous va commencer à avoir des discours qui peuvent devenir... Dès que vous avez un warning, à partir du moment où vous ressentez de toute façon un warning, où vous vous dites « Wow, là c'est mon intuition me dit qu'il y a quelque chose de bizarre », il faut tout de suite prendre un peu de recul, examiner la situation et voir si potentiellement on essaie de vous manipuler en fait, tout simplement. C'est important de pouvoir vraiment développer son discernement, et ça s'applique pas que au sujet de la Kundalini. Non, ça s'applique pour toute pratique. Oui. Il y a des manipulateurs partout, oui, oui. Voilà, des personnes avec des mauvaises intentions ou qui ont certains complexes qui font qu'ils ont besoin de domination sur les autres. Oui. Alors c'est sûr que dans les domaines des perso spiritualité, forcément, il y a des personnes qui peuvent être en position de vulnérabilité, donc c'est plus facile pour eux, surtout avec des choses qui sont un petit peu de l'ordre de l'intangible, puisque voilà, en fait, on peut inventer plein de choses autour de ces sujets-là. Donc il faut faire attention et connecter avec son intuition, bien se renseigner pour revenir à ta question première, bien se renseigner sur le professeur ou le facilitateur, la facilitatrice, avoir des avis en fait d'autres personnes et exactement comme tu dis, vraiment connecter à sa boussole interne qui est son intuition et la façon dont nous nous sentons par rapport à une personne avant de pouvoir commencer une pratique. Et toujours avoir son libre arbitre. Bien sûr, bien sûr. Ça, évidemment, si dans une pratique, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas ou vous ne vous sentez pas bien, ou voilà, ça dépasse vos limites à vous, vous arrêtez tout de suite. Personne ne peut vous obliger de quoi que ce soit dans aucune pratique. Et moi, toutes les personnes que je conseille et avec qui j'ai pu avoir justement une expérience et vivre une séance ou autre chose, mon premier indice de confiance a toujours été que la personne me disait « Vous n'avez pas besoin de moi, déjà, premièrement. Moi, je vous aide à développer ou à pratiquer quelque chose, à vous donner les clés, mais moi, je ne fais rien pour vous. C'est-à-dire que je n'ai pas de don, je ne suis pas un être divin, voilà. Mais bon, dans ces milieux-là, on en a qui se voient, tu sais, alors tout, par exemple, dans le chamanisme, toutes ces personnes qui s'autoproclament chaman, alors qu'on est chaman parce qu'on l'est de génération en génération ou parce qu'on a été initié et qu'on a des années et des années de pratique. Mais quand je vois parfois personne dans la trentaine qui s'autoproclame chaman, on est là, non. Comme tu dis, il y a des gens qui vont avoir ce besoin de se sentir supérieur aux autres et avec quelque chose qui n'est pas tangible, c'est plus facile, évidemment, de capter l'attention de certaines personnes, comme tu le dis très bien, qui peuvent être dans une position de vulnérabilité. Donc, soyez évidemment toujours vigilants. Pour avoir vécu une activation avec toi en Zoom, ce qui était très, en visioconférence, j'étais un petit peu perplexe au départ parce que moi j'ai besoin de voir, j'ai besoin de, tu sais, j'ai besoin de sentir ton énergie, j'ai besoin d'avoir ce contact, j'adore le contact humain. Donc derrière un écran, je me disais, oh mais est-ce que ça va vraiment fonctionner? Alors en plus chez moi à la maison il y a des trucs un peu bizarres, donc on va quand même expliquer ce qui s'est passé la première fois. Donc Céline m'invite à tester une séance avec elle pour que je puisse un petit peu me rendre compte aussi de sa pratique, parce que avant de l'inviter et avant de vous proposer aussi ce qu'elle fait, moi je voulais quand même voir
y tester. Et donc je m'installe et je commence vraiment à partir après quelques minutes de séance. Et puis il y a un petit plaisantin invisible dans la maison qui s'est amusé à couper le son de mon ordinateur toutes les 5 minutes. Alors qu'il n'y avait aucun problème de réseau. Céline, elle continuait sa séance. Et d'ailleurs, si vous testez une séance comme ça en visio avec Céline, elle explique au début que vous ne pouvez pas regarder l'écran parce que vous ne pouvez pas voir ce que vivent les autres personnes, simplement pour le respect de la pratique de chacun et pour ne pas qu'il y ait des gens mal intentionnés qui filment ou qui utilisent ça à mauvais escient. Donc elle nous dit bien, voilà, en début de session, encore une fois que ça commence, vous êtes dans votre truc mais vous regardez pas l'écran quoi. Mais donc moi j'avais plus de son, donc je devais à chaque fois regarder mon écran, mais j'étais vraiment genre là. J'essayais tu vois de... Je voyais, j'étais là, merde, elle va me bannir, parce que si vous regardez, vous êtes banni, donc j'étais là, j'espère qu'elle va pas penser que je regarde. Et donc j'essayais vite, rapidement, à chaque fois réactiver le son, et à chaque fois que j'appuyais sur la réactivation, ça se remettait, je me recouchais, j'essayais de rentrer dans le truc, et allez hop, on mettait à nouveau le son, donc j'étais là, non, c'est pas possible. Donc j'ai quitté la session, parce que je me suis dit, je vais perturber Céline, elle va se demander ce qui se passe, donc je suis partie, je lui ai expliqué, et puis j'ai bien cleané la maison, j'ai fait un bon nettoyage, et là je leur ai dit, s'il vous plaît, quoi, voilà, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ma session. Et la deuxième fois, ça s'est super bien passé. Je me suis vraiment sentie complètement apaisée, bien. Ça a été vraiment un grand moment de relaxation, complètement différent de ce que j'ai pu vivre avec l'Inner Dance. Est-ce que tu connais la pratique de l'Inner Dance aussi? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre le Inner Dance et l'activation Kundalini? Oui, bien sûr, on peut en parler. Pour revenir sur ce que tu disais, moi c'était vraiment drôle parce que je voyais que c'était écrit en attente de reconnexion de l'audio. Oui. Et tout le temps. Et vraiment, à ce point, ça n'était jamais arrivé. Je me suis dit, mais c'est quand même étrange, on l'empêche de vivre sa séance. Ouais, c'est trop bizarre. Un truc de dingue. Alors, différence entre Inner Dance et Kundalini Activation. La Kundalini Activation et l'Inner Dance, c'est quasiment la même chose. Ce qui va différencier, ça va être surtout la façon dont les facilitateurs vont présenter la séance, le vocabulaire employé. Et l'Inner Dance, c'est une pratique aussi qui est évolutive, qui met beaucoup l'accent sur l'intégration, mais en fonction de la façon de pratiquer la Kundalini Activation, c'est la même chose. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est la façon d'expliquer le processus. Quand on fait ces séances en utilisant la construction de playlists à la manière Inner Dance, ce qui est mon cas. Donc moi, j'utilise la manière Inner Dance pour créer les playlists. Alors après, encore une fois, c'est toujours évolutif, donc je ne sais pas comment ça sera dans un an. On peut dire que c'est quasiment la même chose, oui. D'accord. Par exemple, quand moi j'ai fait l'Inner Dance, elles étaient 3. Donc ça, c'était très cool aussi. Elles étaient 3 sur place et on était 4 filles, donc c'était juste hallucinant. Et elles utilisaient aussi beaucoup d'outils chamaniques comme des petits hochets et tout ça pour venir activer avec des sons, avec des odeurs. Et c'est vrai que, en tout cas pour ma part, de ce que j'ai vécu avec cette femme-là qui faisait cette pratique-là, on va dire que comme c'était en présentiel, bah, c'était différent de ce que j'ai pu vivre évidemment en visio. Il y avait ces outils supplémentaires que toi tu utilises ou tu n'utilises pas des outils? Oui, j'utilise des instruments. Ok, tu les utilises aussi. Mais c'est vrai que Inner Dance, ils mettent beaucoup l'accent sur la musique, sur les sons. Même parfois, j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui créent la musique en direct dans des nouvelles pratiques. Moi, je vais utiliser des instruments, je vais utiliser la manière de construire les playlists. Après, comme le fondateur de l'Inner Dance qui s'appelle Pai met toujours en avant le fait que c'est une pratique évolutive et continue de déployer la pratique, peut-être qu'au bout d'un moment, ces deux méthodes vont être complètement différentes qu'elles le sont maintenant. Oui. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est à peu près la même chose. D'accord, ok, c'est super intéressant. Pour parler vraiment de toi et de ta pratique, j'aimerais bien déjà apprendre un peu plus à te connaître. Comment ça t'est venu? Est-ce que tu as toujours baigné là-dedans? Est-ce que tu as eu un jour une illumination? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu arrives aujourd'hui à être facilitatrice? En 2018, j'ai vécu 2 événements fondamentaux en fait pour la suite de ce qui allait se passer. Donc pour moi, il y a vraiment un avant 2018 et un après. Donc avant 2018, j'étais quelqu'un qui était très intéressé par tout ce qui était psychologie, psychanalyse. Quand j'étais en 5e, je lisais Freud, je lisais beaucoup de livres, je m'intéressais beaucoup à ce sujet, à l'interprétation des rêves par exemple d'un point de vue psychanalytique, toutes ces choses-là parce que mon père était médecin et il avait plein de bouquins de psychologie dans la bibliothèque et j'ai un peu baigné là-dedans, mais d'un côté très rationnel, très cerveau, très mental. J'étais quelqu'un voilà, qui croyait pas spécialement en quelque chose, même si j'ai une partie de ma famille qui est chrétienne, j'étais plutôt athée. Et en fait, en juillet 2018, il s'est passé 2 événements quasi simultanément. Il y
il y a eu le décès de mon père et une retraite chamanique avec des plantes médecines qui ont complètement bouleversé ma façon de voir le monde. Où en fait pendant cette retraite, pendant ces cérémonies, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai connecté avec certaines perceptions. Je me suis rendu compte que quand j'étais plus petite, j'avais certaines perceptions, une certaine forme de médiumnité ou de canalisation, mais qui avait été étouffée en fait. Et je me suis rendu compte grâce à tout ça que j'ai revécu des moments de mon enfance où en fait j'avais des formes d'intuition, de canalisation, et en fait je me faisais engueuler pour ça. Tu vois, je te donne un petit exemple tout con. Une fois, je savais qu'il y avait des Kinder Surprise ou je sais plus quel chocolat dans le sac de mon oncle, mais je sais pas comment je le savais. Je le savais juste. Et j'ai dit à ma petite cousine, oh c'est trop bien, on va avoir des Kinder Surprise. Et en fait je me suis fait engueuler, j'ai été punie et j'ai pas eu le droit de Kinder parce qu'on m'a dit tu as regardé dans le sac. Alors que pas du tout, c'était juste une information que j'avais comme ça. C'est juste un petit exemple, mais en fait c'est comme si du coup quand t'es enfant et que tu te fais punir pour ce genre de choses, du coup tu le bloques complètement. Du coup suite à cet éveil, on peut dire que c'était mon éveil spirituel avec de nombreux voyages aussi que j'ai fait en sac à dos autour du monde. J'ai passé 7 mois en Amérique du Sud, plusieurs mois en Asie du Sud-Est, j'ai vécu aux États-Unis, enfin bon bref, ça ouvre beaucoup l'esprit aussi, hein, ça ouvre beaucoup la conscience, on se rend compte de beaucoup de choses sur nos modes de vie occidentales, sur la société de consommation, enfin il y a beaucoup de conditionnements que j'ai remis en question aussi tout ça à ce moment-là. Et du coup j'ai commencé à entamer une découverte spirituelle, j'ai fait pas mal de pratiques, je me suis formée en praticien et maître praticien en magnétisme, j'ai fait diverses recherches, j'ai lu beaucoup de livres, fait différentes formations et je me suis vraiment rapide, j'ai décidé de quitter le travail dans lequel j'étais. Donc moi je travaillais en télévision à la base, dans différentes grandes chaînes de télévision françaises, et j'avais des très bons postes, hein, et c'était un peu le rêve de ma mère, de mes parents qui se réalisait parce que j'avais fait des grandes études, hein, j'étais allée jusqu'à Bac+5 et j'avais des très bons postes, et j'ai décidé de quitter tout ça pour me lancer à mon compte. Au début c'était plus autour de la communication et du marketing, et ensuite j'ai vraiment voulu me former pour pouvoir travailler dans le bien-être, et du coup je me suis lancée à mon compte. Alors j'ai fait un peu de magnétisme et surtout beaucoup de coaching personnel, et ensuite quand je suis arrivée à Bali, j'ai découvert cette merveilleuse technique et la Kundalini activation. Je connaissais déjà le terme Kundalini parce que depuis 2018, j'avais lu différents livres qui parlaient d'éveil de Kundalini, mais qui racontent des histoires mais extraordinaires. Parce qu'on parle beaucoup des dangers de la Kundalini, mais il y a des personnes qui racontent à quel point la Kundalini, ça peut être aussi merveilleux, cet éveil, ça change ta vie pour le meilleur. Donc il faut savoir qu'il y a ça aussi. Hein. Donc quand je suis allée à une première séance de CAP, c'était Kundalini Activation Process. Je savais déjà ce qu'était la Kundalini et je me disais waouh, ça a l'air incroyable. Mais ce qui est marrant, c'est que quand je me suis allongée, ma première séance, je me suis dit, en fait il y a le mental qui est revenu en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc de perché, de Ubud, je ne vais pas être réceptive, ça va être comme l'hypnose, parce qu'au début j'étais pas réceptive à l'hypnose, maintenant beaucoup plus. Tu parles, dès que la nana est arrivée sur moi, je savais même pas qu'elle était sur moi, j'étais aspirée comme ça vers le haut, et en fait j'ai triché, j'ai un petit peu ouvert les yeux, normalement on n'est pas censé, et j'ai vu qu'elle était au-dessus de moi, et là j'ai fait ah ouais ok, c'est incroyable, incroyable. C'est là vraiment que mon parcours avec la Kundalini Activation a commencé. Pendant 1 an, j'ai fait des séances à peu près une fois toutes les 2 semaines. J'ai participé à des retraites intensives, j'ai lu sur le sujet, j'ai cherché enfin voilà, je voulais me renseigner, et un jour, suite à une séance, j'ai comme ressenti le message de il est temps, c'est à ton tour de toi aussi transmettre ça. Et c'était une évidence parce qu'en fait j'étais arrivée au bout, je pense, par rapport au coaching, même si le coaching évidemment c'est très intéressant, mais je sentais que j'avais besoin d'accompagner les personnes d'une manière plus profonde et peut-être un peu plus forte, avec des résultats aussi plus rapides. Et pour moi c'était la méthode idéale pour moi sur le moment, parce que je voyais les bienfaits que ça avait sur moi, sur les autres, et c'était juste incroyable quoi. Donc du coup j'ai recherché comment me former, j'ai fait plusieurs formations, et j'ai commencé ma pratique en Kundalini Activation, en sachant que ça ne s'est pas arrêté là, puisque j'ai commencé un cheminement Shaktipat avec un gourou hindou. Donc quand on dit gourou, c'est pas le terme... non. Alors le terme gourou, à sa naissance de son terme, il est ultra positif. Oui. En fait, gourou, ça veut dire professeur. Hein. Ouais, donc c'est pas du tout... Aujourd'hui, ça a été... À chaque fois qu'on parle évidemment d'une secte, on parle d'un gourou. Si je me trompe pas, c'est celui qui apporte la lumière, le gourou. C'est un enseignant. Ouais, c'est ça. En fait, même un professeur d'école pourrait s'appeler gourou. Oui. Donc voilà, c'est un enseignant, on peut dire enseignant spirituel. Voilà, c'est ça. Mais ça a été de nouveau associé à quelque chose
chose de super négatif, donc moi j'ai commencé un parcours Shaktipat de Sri Vidya, pour les personnes qui connaissent, même si c'est très très peu connu, avec ce gourou qui m'a fait en fait des séances de Shaktipat qui sont des transmissions de gourou à élève pour se préparer à un éveil de Kundalini. Donc j'ai fait ça aussi en parallèle. Donc j'ai travaillé avec lui pendant tout ce temps-là. Et ça tu as fait en Inde ou tu as pu le faire ligne. En ligne, oui. Waouh, ok, génial. Avec lui, mais lui était directement en Inde, directement en Inde. J'ai aussi commencé un travail avec un thérapeute en neurologie fonctionnelle. Et on a fait beaucoup de tests quand j'ai commencé ma pratique pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ne s'activent pas, qui ne bougent pas pendant les séances, qui ne ressentent rien, et pourquoi il y a des personnes pour qui c'est dès la première séance. Parce qu'en fait, moi, la façon dont je l'avais appris, c'était bon, bah, il y a 10% des personnes qui vont pas s'activer. Quand je dis s'activer, voilà, c'est une façon de parler. Donc, c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise, et puis c'est tout. Moi, je me suis dit, mais pourquoi? J'ai aussi envie de pouvoir accompagner ces personnes-là. Donc, du coup, on a fait un grand travail pour comprendre tout ce qui se passait au niveau du système nerveux, tout ce qui faisait que les personnes, justement, certaines personnes avaient plus de mal à rentrer dedans, ou pour qui ça pouvait prendre plusieurs séances avant de rentrer dedans. Et on en a tiré des conclusions super intéressantes que j'enseigne maintenant à mes élèves qui deviennent facilitateurs et facilitatrices, avec différentes méthodes pour les aider aussi à aller plus loin. Et voilà, et cette fameuse méthode de construction de playlist. Donc en gros, pour résumer, dans ma pratique de Kundalini Activation à l'heure actuelle d'ailleurs, qui va être bientôt renommée, on va changer de nom. Et on parlera après, je vous expliquerai, je vous mettrai des liens bien spécifiques dans la description, mais le nom va changer, le site va changer aussi, donc ne vous inquiétez pas, s'il y a des changements à faire, je le ferai de manière progressive à chaque fois dans la description de cette vidéo. Donc quand vous regarderez cette vidéo, les liens seront les bons. Peut-être que plus tard le nom aura changé, mais j'aurai adapté les liens dans la description, donc pas d'inquiétude, je veille au grain pour que tout soit bien correct. Merci beaucoup. Merci pour ça. Avec plaisir. Donc en gros, dans ma pratique, et c'est pour ça que je veux changer le nom, pour être distingué d'autres pratiques autour de la Kundalini Activation, dans ma méthode, il y a la partie Kundalini Activation, il y a le langage de lumière. Oui, ça, il faut qu'on en parle. Oui, on va en parler après, que j'enseigne aussi à mes élèves. Il y a l'apport de la neurologie fonctionnelle, il y a la méthode de construction de playlist, justement à la façon Inner Dance, que je trouve super, et il y a le Pranic Healing, ou on peut appeler ça en français la guérison pranique ou la thérapie pranique, qui m'a été transmise justement par ce gourou hindou et qu'il transmet aujourd'hui à mes élèves, puisque mes élèves ont accès à des séances avec lui. Et en fait, du coup, ça fait que dans nos séances, on rajoute une couche de guérison avec certains mantras de guérison pranique, justement dans cette lignée de Sri Vidya, et qui vient rajouter de la puissance à nos séances. Et c'est ce que mes élèves me disent d'ailleurs, parce qu'en général, ça arrive au bout du 3e mois, mes formations sont sur 6 mois, ça arrive au bout du 3e ou 4e mois, ces initiations avec cet enseignant spirituel, et elles me disent souvent qu'elles voient un avant-après dans leurs séances, avec justement cet apport du Pranic Healing dans leurs séances qui sont plus puissantes. Et voilà, donc il y a un petit peu tout ça dans ma méthode. Je bloque déjà une place en décembre. tu prends bien note de mon nom, d'accord? Parce que je peux le faire, quoi. Donc voilà. Elle revient en décembre à Paris. Oui. On en parlera après de son actu agenda, mais du coup voilà. Comme ça, tu sais, je te bloque une date je te bloque une place en décembre. Je viendrai passer un petit séjour à Paris. Donc il y a un petit peu tout ça voilà, dans cette méthode-là. C'est pour ça que je veux le renommer. Et le logo va changer un tout petit peu, mais légèrement. Comme ça permettra aussi pour toutes les personnes que j'ai formées d'être clairement reconnues avec ce nom et avec ce logo, comme faisant partie de l'école que j'ai créée, qui est quand même assez dans le milieu de la Kundalini Activation en France, qui est quand même assez connue. Oui. Donc, à chaque fois que j'ai évoqué Céline sur mon Instagram, c'était « Elle est incroyable, elle est géniale !» J'ai fait des activations avec elle, c'était trop bien. Merci à toutes les personnes qui ont dit ça. Ah non, j'en ai vraiment eu beaucoup, quoi. Je n'ai pas eu un message de critique ou de trucs négatifs, que des messages hyper bienveillants, hyper positifs, vraiment des filles qui étaient trop contentes que tu venais sur la chaîne, qui étaient là, mais c'est génial. Donc voilà, que du positif, vraiment. Et inversement, quand j'ai parlé du fait qu'on allait faire une vidéo, tout le monde était super content aussi, donc... Ah, c'est bien. Alors justement, tu parlais de langage de lumière, et moi j'ai pu le découvrir quand j'ai fait mon activation avec toi. Ma vérité par rapport au langage de lumière, qui n'est pas forcément la vérité de tout le monde. C'est un langage de l'âme qui est canalisé et qui comporte des clés vibratoires et énergétiques justement dans mes séances pour accompagner les personnes dans cette expansion de conscience et dans cette transe. Le langage de lumière, c'est pas un langage qui est compréhensible par le mental, mais il va s'adresser plutôt à d'autres couches de l'être et il va vraiment aider les personnes justement à vivre cette expansion de conscience. En soi,
le langage de lumière, ça pourrait être utilisé comme une modalité à part entière. Moi, j'ai fait des formations avec une américaine aux États-Unis, niveau 1 et niveau 2 en langage de lumière, tout en anglais. Je devais me lever, je devais rester réveillée jusqu'à 2 à 4 heures du matin à cause du décalage horaire jusqu'à Bali. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? On fait ce qu'il y a à faire. Exactement. Et en fait, il y a des personnes qui utilisent le langage de lumière comme une forme de thérapie. Attention, tout ce qu'on évoque ne remplace en rien un dispositif médical, etc. On est bien d'accord, hein, mais le propose comme une forme de modalité pour pouvoir aider les personnes à dénouer des blocages émotionnels, énergétiques, mentaux. Parfois, il y a des guérisons physiques aussi qui peuvent arriver lors des séances de Kundalini activation et aussi lors des séances de langage de lumière à part entière. Quand il y a des déblocages en fait de conflits internes, ça peut parfois donner à des guérisons physiques, même si on ne garantit jamais rien, bien évidemment. sûr. Mais moi, du coup, j'ai fait le choix de l'utiliser vraiment pendant les séances, avec l'intention d'aider les participants dans cette expansion. Et c'est en général très apprécié. Et j'initie mes élèves de formation aussi à ce langage. Est-ce que ce langage possède un vocabulaire bien précis, ou bien ce sont des choses qui te viennent de manière intuitive? C'est des choses qui vont venir de manière intuitive. Ok. Il n'y a pas de vocabulaire précis. On dit qu'il y a 2 types de langage de lumière. Il y a le langage de ton âme, de ton langage à toi, et le langage canalisé d'autres civilisations galactiques. Et dans ce cas, quand c'est des langages d'autres civilisations, il est possible que 2 personnes parlent le même langage qui est vraiment similaire. Mais moi, la façon dont je l'utilise, c'est vraiment mon langage à moi et le langage des personnes, elles, parce que ces parties galactiques, c'est quelque chose qui résonne un petit peu moins en moi. Et aussi, je trouve que ça nous reconnecte beaucoup plus avec notre pouvoir personnel de faire notre propre langage, n'est-ce pas, que de canaliser d'autres langages, même si c'est aussi très bien. Et je connais des personnes qui l'utilisent et ça fonctionne très bien aussi. Donc, Alors, j'imagine que vous allez être nombreuses à avoir cette question en tête. Pourquoi est-il nécessaire, important, pourquoi est-ce qu'on a envie, pourquoi est-ce qu'on peut faire une Kundalini activation? Quels en sont les bienfaits? Alors, il y a de très nombreux bienfaits à la Kundalini activation. Et des fois, moi-même, quand j'en parle, je me dis, mais c'est des gens qui connaissent pas, ils vont se dire, mais c'est trop beau pour être vrai. Et honnêtement, je vous l'assure, pour l'avoir vécu et pour avoir accompagné aujourd'hui plus de 5000 personnes, c'est effectivement presque trop beau pour être vrai. Il y a beaucoup de bienfaits à ces séances. On peut avoir des bienfaits par exemple émotionnels, comme je disais précédemment. Donc libérer en fait des blocages qui sont enfouis, qui sont dus à des traumas, à des deuils, des ruptures. Ce sont des choses en fait, quand on a des émotions qui sont cristallisées en nous, elles vont nous bloquer souvent. Elles vont nous empêcher de faire des choses dans la vie pour nous éviter justement de revivre la même émotion. Donc là, en venant se libérer de ces émotions-là, eh bien, on se sent beaucoup plus libre de pouvoir agir. On va pouvoir faire les choses différemment. Ça peut nous aider à nous débloquer de certains blocages mentaux. Donc comme je disais précédemment, par exemple, des peurs qui nous empêchent. Ça permet de reprendre confiance en soi, d'avoir une meilleure estime de soi. Ça, j'ai souvent des participants qui me le disent. Je m'aime beaucoup plus. Les gens me disent que je suis beaucoup plus rayonnante, parce qu'en fait notre aura va se développer au fur et à mesure, notre pouvoir magnétique aussi, au fur et à mesure que on nettoie tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous retient, et on est de plus en plus libre d'être nous-mêmes. Depuis que j'ai fait ma session Inner Dance et ma Kundalini activation avec toi, je n'ai jamais eu autant de messages sous mes vidéos de personnes qui m'ont dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu rayonnes, c'est un truc de dingue !» Et je sais que c'est ça, quoi. Mais oui. Mais moi j'ai tout le temps des personnes qui me disent, par exemple des personnes qui ont fait un stage intensif et qui me disent à la fin « Oh, mon mari m'a dit que j'étais super belle, plus que d'habitude, que je rayonnais », ou des personnes à qui on fait des compliments dans la rue par exemple, au restaurant. On se sent bien en fait, de manière générale, on se sent mieux et on ose beaucoup plus poser nos limites, nous affirmer, être honnête envers nous-mêmes, envers les autres, être authentique et aussi prendre des actions qui vont être beaucoup plus alignées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vraiment tu te dis « Ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, ce que je ne tolère plus et je vais arrêter ce que je ne tolère plus. Donc parfois ça veut dire arrêter certaines relations toxiques, certaines situations dans lesquelles on est un peu empêtré et qu'on n'ose pas quitter. Changer de boulot, changer de vie. Entre autres, effectivement. Pour aller vers ce qui nous fait du bien. Parfois il y a des personnes qui changent d'alimentation,
Oui. Il y a des personnes qui changent de contexte, qui déménagent, qui changent de relation, En fait, il y a plein de choses qui peuvent se déployer suite à ces sessions. Mais globalement, le but premier, c'est vraiment de se sentir plus léger, de mieux lâcher prise dans sa vie au quotidien, d'être plus détaché du passé. C'est vraiment marrant pour moi, des fois, de voir des photos avant-après de certaines personnes. Presque, des fois, on dirait une autre personne, quoi. Tellement notre visage est un indicateur aussi de ce qu'on a vécu, souvent. Et de voir la lumière, en fait, dans le visage et dans les yeux des gens, c'est magnifique, quoi. Oui, non, c'est pour l'avoir vécu, je peux vraiment vous le dire. C'est ce que Céline dit est vrai à 100%. Encore une fois, bon, c'est notre vérité, mais comme je l'ai vécu, tu vois, j'ai ce truc de dire c'est juste fou. Donc, par exemple, moi, je pratique le magnétisme de manière vraiment privée auprès de ma famille et de mes amis et des amis parfois de mes amis, mais ça reste vraiment un petit cercle totalement privé. Et même dans ma pratique à moi, j'ai vu un bond dans l'évolution qui a été juste phénoménal après avoir fait ça. Enfin, c'est fou. Aussi d'autres bienfaits de cette méthode, c'est que ça peut développer les capacités psychiques, les capacités énergétiques. L'intuition aussi, ça développe beaucoup l'intuition. Ça aide en fait quand on fait des pratiques un petit peu ésotériques ou dans la thérapie, ça va beaucoup aider. Ça peut aussi débloquer la libido, reconnecter avec cette sensualité et être plus libre dans notre sexualité aussi. Ça peut débloquer l'énergie féminine. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que je sais pas si t'es familière avec énergie yin, énergie yang, féminin masculin. Et on va dire que j'opère toujours d'ailleurs beaucoup depuis mon énergie yang masculine, qu'on a tous en nous, qu'on soit femme, homme, non-binaire, etc. Je dansais la bachata et j'ai vu un changement mais flagrant dans la danse de la bachata, c'est-à-dire qu'avant j'étais beaucoup c'était presque moi qui guidais l'homme alors que les danses de couple comme ça, quand tu es dans la figure de la femme, même si tu peux être une femme et prendre le rôle masculin, quand tu es dans le rôle de la femme dans cette danse, t'es censé te laisser guider et avoir des mouvements quand même assez fluides. Et j'ai vu mais rien à voir. Je me souviens, j'avais mon prof de danse, j'avais pas dansé depuis plusieurs mois, il m'a dit quand je suis revenue faire un cours avec lui, il m'a dit ah mais tu t'es entraînée tous les jours? J'ai dit non, pas du tout, j'ai pas dansé depuis 6 mois. Il me dit mais tu t'es vraiment améliorée depuis la dernière fois. Tout ça parce qu'en fait j'étais beaucoup plus débloquée dans mes mouvements, dans ma fluidité. Je m'autorisais beaucoup plus à être dans ma sensualité, dans ma féminité, et ça fait beaucoup de bien, quoi. C'est trop chouette, c'est vraiment trop chouette. Quand tu fais des séances en présentiel, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur ton compte Instagram, on peut voir que certaines des participantes ou participants font des mouvements physiques parfois très impressionnants. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer comment sont induits ces mouvements, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le corps réagit d'une manière physique comme ça? Oui, alors il y a plusieurs choses qui vont faire que des personnes peuvent avoir des mouvements involontaires forts ou moins forts d'ailleurs. La méthode de la Kundalini activation fonctionne par résonance énergétique et durant une séance, il va y avoir donc l'énergie qui circule grâce à cette résonance. La musique aussi va jouer son rôle et on va avoir une coactivation du système nerveux sympathique et parasympathique pour les personnes qui connaissent, sinon on va pas trop rentrer dans les détails trop scientifiques. Et quand le corps se met en mouvement, c'est quand la personne est entrée dans un état de transe consciente et le corps va se mettre à bouger pour libérer certaines tensions, pour faire circuler l'énergie, pour amener autre chose en fait justement au niveau du système nerveux. En fonction de la partie de notre cerveau qui va être activée pendant la séance, on va avoir des réactions différentes. Par exemple, on peut avoir des mouvements physiques, mais il est aussi possible de vivre une séance sans mouvement physique et avoir des libérations émotionnelles, ou bien avoir des visions quand on a une activation du troisième œil, juste sentir des courants d'énergie. Et tout ça, ça va être induit par cette transe justement. Et aujourd'hui, les bienfaits de la transe sont en train d'être découverts, d'être étudiés. Il y a des personnes qui étudient ça, notamment avec l'imagerie mentale, qui font des tests scientifiques. Hein. C'est très très sérieux. Et on a découvert que le cerveau des personnes qui étaient en transe de manière régulière changeait de manière long terme, en fait, de manière permanente, de la même façon, d'une façon similaire que les personnes qui font beaucoup de méditation, par exemple. Et que ces bienfaits sont long terme, en fait, durent longtemps. Et donc les bienfaits de la transe sont aujourd'hui en train d'être prouvés scientifiquement. Il y a différentes manières de rentrer en transe. On peut rentrer en transe grâce au tambour chamanique, par exemple. On peut rentrer en transe grâce à certaines musiques. On peut rentrer en transe grâce au breathwork. On peut rentrer en transe grâce à la Kundalini activation. Il y a plusieurs méthodes de porte d'entrée, mais le résultat au final est le même. Il y a une autre chose aussi intéressante, c'est que pendant les séances, il y a une inhibition du cortex préfrontal, qui est en fait tout ce qui va nous empêcher, tout ce qui va nous retenir d'agir, qui fait qu'en fait, quand on est dans ce lâcher
prise, on va pouvoir faire des choses qu'on n'aurait peut-être jamais faites avant. Il y a des personnes par exemple qui vont commencer à chanter pendant la séance ou qui vont lâcher des choses. J'ai souvent à la fin des séances des personnes qui parlent devant tout le monde et qui disent je ne prends jamais la parole en public, mais là en fait j'ai envie de partager mon expérience d'aujourd'hui, et pour qui c'est débloqué en fait après, tout simplement. C'est génial. Donc ces mouvements en fait ils vont venir aider ces déblocages de tension, de stress, mais aussi pendant la Kundalini activation, ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir l'activation du processus d'auto-régénération et d'auto-guérison des participants. Pendant une séance, c'est pas moi qui guérit les participants, c'est le participant qui s'auto-guérit lui-même en déclenchant ce processus. Et c'est pour ça qu'on voit aussi des personnes travailler sur elles-mêmes avec leurs mains, réaligner, réajuster leur énergie, parce que justement elles connectent avec l'intelligence naturelle de leur corps, parce qu'en fait quand le mental laisse la place justement à l'intelligence naturelle du corps, et eh bien le corps peut se régénérer de lui-même. Tout comme quand par exemple tu t'es blessé, t'as pas besoin, alors certes on peut mettre des crèmes etc pour que ça cicatrise, mais ton corps il va cicatriser naturellement. Et c'est ça qui est merveilleux avec cette pratique, ou ces pratiques qui mettent les personnes en état de transe, c'est que le corps justement reprend son intelligence naturelle pour s'auto-guérir, se régénérer, et c'est pour ça qu'après il y a des guérisons qui peuvent arriver à tous les niveaux. Et toi ton rôle c'est de faciliter justement la personne qui est devant toi à rentrer dans cet état. Exactement. Donc le rôle de la facilitatrice ou du facilitateur, ça va être de créer les bonnes conditions pour que la personne puisse vivre son expérience, de créer des conditions qui soient sécuritaires pour les personnes. Ça c'est quelque chose que j'entends aussi souvent, des personnes qui ont peur, qui disent c'est dangereux. Mes séances sont très sécurisées, ça c'est important de le dire, de créer un cadre bienveillant pour que les personnes puissent justement s'abandonner à elles-mêmes et vivre cette expérience, et ensuite de venir par la résonance énergétique, par les sons, par la musique, par le toucher, aider les personnes à rentrer dans ce processus. Tu utilises aussi, on le voit dans tes vidéos, une gestuelle bien précise. C'est une gestuelle qui vient travailler sur les différents chakras, les différents corps. Est-ce que c'est une gestuelle qui est intuitive ou que tu as dû apprendre? La gestuelle qui se passe pendant la Kundalini activation, c'est comme du langage de lumière en fait. C'est-à-dire que le langage de lumière, il peut être parlé, comme je le parle pendant les séances. Il peut être chanté. Peut-être que vous connaissez Chanteresse Seba. Oui, j'adore, c'est super beau, ces chansons, et c'est du langage de lumière mais chanté. Ouais, incroyable. Il peut être aussi écrit, donc des personnes en fait qui vont écrire des symboles. Il peut être peint. J'ai une de mes élèves d'ailleurs qui peint des tableaux magnifiques en langage de lumière. En fait, elle rentre dans un état de transe. Elle peint ses tableaux avec des symboles et à la fin, elle finit KO. Et quand elle les expose, parfois il y a des personnes qui viennent devant le tableau et qui ont des libérations émotionnelles rien que de regarder le tableau. C'est très fort. Et il peut être aussi signé. Même si bien sûr après il y a des points spécifiques sur lesquels on peut appuyer, des choses spécifiques que l'on peut faire et que j'enseigne, mais sinon majoritairement ça va être très intuitif. Incroyable. Bon, et bien je pense qu'on a bien parcouru tout ça. Céline, au niveau de ton agenda, si les personnes qui nous regardent ont envie de te retrouver, alors déjà vous avez le site de Céline qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les personnes peuvent s'inscrire à tes séances de Kundalini activation en ligne. Tu fais également des séances en présentiel à Bali, et quand tu te déplaces en France, tu en fais également en France. Et tu as tes formations. Je propose des séances en ligne, comme tu l'as dit, mais je suis pas toute seule à les proposer. Il y a aussi une de mes élèves que j'ai formée l'année dernière qui s'appelle Lisa. On se partage le calendrier des séances en ligne, et bientôt il y aura aussi une autre facilitatrice qui va nous rejoindre. Comme ça permet que quand je suis en déplacement, en voyage en France, etc., qu'on puisse continuer les séances. Ça me permet de me reposer un petit peu aussi, puis elle, ça me permet de pouvoir vivre ça, et ces séances sont super. Je vous recommande vivement d'essayer si mes séances ne sont pas disponibles sur le planning, parce que souvent quand j'ouvre des séances, elles sont réservées très rapidement, donc ça permet à tout le monde de pouvoir réserver. Je propose des séances à Bali, en général c'est tous les jeudis, mais il faut nous demander ou il faut regarder sur le site, parce que quand je suis en France, forcément il n'y a pas de séance à Bali, mais j'ai une de mes élèves là qui va commencer à me remplacer aussi pour Bali. Là je reviens à Bali en avril, donc j'aurai une formation et une retraite, on parle de la formation après, donc je reprends à partir de mai. Les séances en général c'est tous les jeudis à Bali, et le calendrier des séances en ligne, voilà, il faut regarder, c'est entre Lisa et moi. Je serai de retour cet été en août, mais à Bordeaux. Parce qu'en fait à Paris ça va être les JO, donc je me dis ça va être l'enfer. Donc autant aller à Bordeaux, ce sera plus sympa. J'ai proposé des séances et des formations. Ensuite je retournerai à Bali et je reviendrai en France autour de la période de Noël. Je vais proposer des séances et des formations. En général je rentre l'hiver autour de la période de Noël pendant un mois, l'été, et maintenant je vais commencer à rentrer autour de mars-avril, parce que j'ai de plus en plus de demandes sur les formations, donc ça permet voilà, de revenir plus souvent en France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vais commencer à travailler aussi
avec une de mes élèves à Paris. Donc les personnes qui souhaitent continuer leur pratique en attendant que je revienne, oui, si peuvent continuer avec elle en toute confiance. De toute façon, toutes les facilitatrices que vous allez voir sur mon site, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce sont des personnes non seulement que j'ai formées, mais aussi avec qui j'ai décidé de travailler au sein de mon entreprise, puisqu'il y a aussi des facilitatrices que j'ai formées et qui après travaillent de manière autonome et qui travaillent très bien aussi, évidemment. Facilitatrice et facilitateur, il y a les deux, même s'il y a plus de femmes. Donc bien sûr, si vous voyez mon logo qui va changer bientôt chez quelqu'un, n'hésitez pas, bien sûr, si la personne est autorisée à l'utiliser, mais en général oui, n'hésitez pas à aller voir aussi mes élèves. En tout cas, les personnes que vous retrouverez sur mon site, on travaille ensemble. Et j'ai aussi une élève qui va commencer à travailler sur la Guadeloupe. Donc on va commencer à organiser les séances à partir de mai. Voilà, c'est très excitant tout ce qui arrive et le but c'est de continuer à faire grandir cette communauté et de pouvoir proposer plus de séances en présentiel, parce que c'est vrai que bon bah on travaille beaucoup en ligne puisque je suis à Bali et tout le monde n'a pas l'occasion de venir à Bali. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir une facilitatrice ou un facilitateur dans les grandes villes, peut-être même au Québec aussi, on va voir. Et pour les formations, ça dure 3 jours en France ou 4 jours à Bali et 6 mois ensuite par la suite en ligne. Donc on a 3 jours de présentiel intensif, de pratique intensive, et ensuite pendant 6 mois on a un suivi avec des cours en ligne, des cours théoriques en ligne, un rendez-vous Zoom par mois, un groupe WhatsApp, des séances de Shaktipat avec mon gourou hindou, des séances en ligne aussi inclus, bref, tout ça. Et la prochaine sera en août à Bordeaux, puis en décembre à Paris. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. De toute façon, vous retrouverez toutes les infos sur sa page, sur son site internet et puis sur son compte Instagram aussi. J'ai une dernière petite question parce que je suis certaine que certaines personnes vont sans doute se la poser dans leur tête. Quand on pratique l'activation Kundalini, est-ce qu'il y a un rythme de pratique à avoir, ou bien est-ce qu'on le fait quand on sent à chaque fois qu'on doit le faire? Je vais prendre mon cas de figure. On est vraiment dans une évolution spirituelle. Moi, je pratique le magnétisme. Enfin, je suis vraiment en train d'ouvrir pas mal de portes. Est-ce que tu me dirais, tiens, pour toi et dans ton cas de figure, par exemple, ce serait bien de le faire une fois par semaine, ou bien c'est bien de le faire une fois par mois, ou tu vois, est-ce qu'il y a un rythme comme ça à garder pour avoir une belle évolution? La réponse se trouve en vous. C'est ça. C'est à chaque personne de savoir quel est son rythme. En sachant que quand tu vas rapprocher les séances, tu vas intensifier l'expérience. Donc plus les séances seront rapprochées, plus les séances vont être intenses et plus les bienfaits vont arriver rapidement. Cependant, il y a des personnes qui ont aussi besoin d'espacer un petit peu plus les séances, par exemple une fois par mois, pour avoir le temps d'intégrer ce qui s'est passé. Parfois, il y a eu des libérations émotionnelles. Donc l'intégration, c'est très important dans ces séances comme dans toute pratique, parce que le plus important, c'est pas tant ce qui se passe pendant la séance, c'est l'intégration que vous allez en faire et ce qui va se passer dans votre vie par la suite. Donc ça va vraiment dépendre de tes besoins, de ce dont tu as envie. Moi, quand j'ai commencé, je faisais une fois toutes les 2 semaines plus les retraites, mais actuellement je reçois des personnes qui font une séance par mois, d'autres qui en font une par semaine, d'autres qui en font une toutes les 2 semaines, une toutes les 3 semaines. J'ai parfois des personnes qui en font plusieurs par semaine, mais c'est quand elles vivent par exemple quelque chose de compliqué, par exemple une rupture ou un deuil, ça peut aider d'accélérer ça. Mais c'est important de rappeler que ce n'est pas la course à l'activation, ce n'est pas la course à la guérison. Il faut vraiment pouvoir aller à son rythme. Donc, et suivre son instinct. Suivre son instinct, c'est pour ça que j'aime pas trop répondre à cette question, parce que sinon ça voudrait dire que moi je sais mieux que toi quel est ton rythme. Oui, non, tu vois, c'est ça. Donc après... mais c'est bien de le dire du coup que ça doit rester quelque chose d'intuitif. C'est ça. Si vous avez des tendances à avoir des dépendances, que ce soit dépendance affective ou même dépendance n'importe quelle substance ou autre, il faut pas que ça devienne une dépendance non plus. L'idée c'est que effectivement cette pratique nous aide à sortir de la dépendance. Oui. Donc non, ça serait contre-productif que ça devienne une dépendance, évidemment. Maintenant, ça peut se comprendre que quand on a été très mal pendant un temps, le fait de vivre ça et de se sentir bien, ce qu'il faut savoir c'est qu'au début quand vous commencez, il est possible que vous ressentiez l'envie d'en refaire et d'en refaire et d'en refaire. Mais c'est tout à fait normal. Peut-être un peu comme la première fois que vous avez eu un rapport intime, vous avez voulu en refaire, voilà. Bien sûr. Ou comme la première fois qu'on découvre quelque chose de très excitant, parce qu'en fait il y a de la dopamine, la bonne dopamine qui peut être libérée dans le cerveau. Donc il faut juste rester attentif à ça. C'est normal si vous ressentez ça lors de vos débuts, mais de garder en tête que l'idée c'est de justement se déconditionner de dépendance et de ne pas en créer. De manière générale, comme ça vient nous déconditionner, c'est peu probable que ça arrive. Voilà, c'est peu probable que ça arrive. Il y a toujours des exceptions en fonction des parcours de vie, mais il faut garder en tête que c'est comme toute chose.
l'eau par exemple, c'est la vie, on a besoin d'eau pour vivre, et pourtant si on consomme trop d'eau, ça peut ne pas être bon pour notre corps. Oui, bien sûr. Eh bien c'est pareil pour tout. Magnifique. Pour ceux qui ont envie de rester encore un petit moment sur cette vidéo, j'ai la chance, là tout de suite après ce moment ensemble, de recevoir une activation Kundalini de Céline. On va faire ça en haut à l'étage dans ma chambre, donc j'ai proposé à Simon de prendre des images et de vous les montrer. Alors là je ne l'ai pas encore vécu, donc je ne peux évidemment pas vous donner mon retour, mais je le ferai évidemment après, donc n'hésitez pas à rester encore un petit peu. Pour ceux qui ont eu assez d'infos et qui veulent passer à autre chose, pas de souci bien évidemment. Vous retrouverez toutes les informations de Céline dans la description de cette vidéo. Céline, merci encore vraiment mille fois d'être venue jusqu'ici, c'est trop bien. Tu rigoles, merci à toi de me trop donner cool. cette opportunité de parler de cette pratique que je Oui. trouve juste incroyable parce que ça aide tellement de gens. Donc vraiment merci à toi parce que ça va permettre aussi peut-être à certaines personnes qui ont peur ou qui n'osent pas ou qui ont Oui. peut-être des préjugés sur cette pratique, Mhm. peut-être de passer le cap et de vivre des merveilleuses transformations, et ça c'est juste, c'est magnifique quoi. C'est totalement vrai, et je rebondis une petite minute sur ce que vient de dire Céline. Il faut savoir que avant que je ne teste l'Inner Dance et puis la Kundalini Activation avec Céline, c'est une pratique qui m'effrayait vraiment. Alors que vous me connaissez, je suis bien quelqu'un qui est open mind pour tout ça. C'est Bibi. Autant je peux aller dans des endroits réputés pour être hantée au beau milieu de la nuit et avoir des discussions avec des entités et être en mode trop cool, c'est trop bien. Et là j'étais genre vraiment super effrayée. Tout simplement parce qu'en fait j'avais vu des choses sur internet et lu des avis et des retours de personnes qui avaient vécu un éveil, je le répète, de la Kundalini, et ça me faisait flipper à mort quoi. Et donc Stéphano a fait cette Kundalini Activation avec Céline, on a parlé sur ses réseaux, et la première chose que j'ai faite à ce moment-là, c'est lui dire mais t'es dingue, c'est super dangereux, mais t'es fou. Vraiment. Il m'a dit mais non, mais pas du tout, et on était un peu en mode mais si, mais non, mais si, mais non, t'es Il a vécu une expérience magnifique. Oui, lui, il a vécu un truc extraordinaire. Il m'a dit, mais non, je te jure, Jill, vraiment, c'est fou. Alors, je savais depuis très longtemps ce que c'était la Kundalini. J'en avais entendu parler à maintes et maintes reprises. Bon, je baigne dans cet univers depuis toujours, donc... Mais voilà, ça me faisait vraiment peur. Et puis, le lendemain de ma discussion avec Stéphano, j'ai Karine qui me donne des cours de yoga qui arrive ici et qui me dit, Jill, j'ai vécu un truc incroyable. Et je dis, ah bon, quoi? Elle me dit, j'ai fait une Kundalini Activation. Je dis, mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que vous avez tous avec votre Kundalini là? Mais non, elle va venir m'en parler. Et je dis, t'as fait ça où? Comment? Et elle me dit, bah écoute, j'ai fait ça en visio avec une nana incroyable. Je prends mon téléphone, parce que donc Steph me dit qu'il l'a fait avec Céline, mais en présentiel à Bali. Et moi, j'avais été voir, évidemment, ton compte. Et j'avais vu que tu faisais des trucs en visio. Donc je dis à Karine, je dis, c'est elle? Elle me fait, oui, c'est elle! Et j'étais là, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, c'est bon, j'ai compris, je vais le faire. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Et donc, oui, et donc, trop bizarre, cette première session où, on m'a vraiment clairement empêché de le faire. J'ai fait le Inner Dance en présentiel. Donc, je me suis même dit, en fait, peut-être que je devais d'abord vivre l'expérience en présentiel. Peut-être. Pour peut-être juste débloquer quelque chose. Oui, c'était peut-être super important parce qu'après, j'ai fait ce Inner Dance qui a été l'expérience la plus extraordinaire de mon existence, et je pèse mes mots. Et puis après, j'ai fait la Kundalini Activation avec toi, qui était juste génial. Et je me suis dit, mais en fait, tout était tellement juste et tellement bien aligné. Je pense que je devais le vivre de cette manière-là pour moi et pour mon cas de figure personnel. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé, moi, être le plus juste. Donc voilà, vraiment, si vous avez l'occasion et si ça a pu débloquer certaines peurs, comme moi, j'en avais aussi. Et je pense que c'est important que je le dise, que j'avais peur aussi, parce que les gens qui me connaissent, ils se disent oui mais bon, Jill elle a pas peur de ça, elle fait tout, elle ose tout. Non, pendant des années et des années, je connaissais le nom, j'en avais entendu parler et je voulais vraiment pas avoir affaire à ça. Et puis ça a été, en fait, je pense que ça a été aussi le moment juste pour moi. Peut-être qu'avant, j'étais peut-être pas prête à vivre ça, peut-être pas mon moment. Là, j'ai vraiment écouté mon corps, mon intuition qui m'a dit Jill, c'est là c'est let's go quoi. Et donc je me suis dit ok, let's go, et vraiment j'y suis allée aussi bien avec toi qu'avec Sophie, vraiment dans un esprit de tout est ok et tout est juste et ce que je dois vivre, je vais le vivre. Et voilà, donc vraiment, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Vous le savez, prenez bien soin de vous, prenez soin aussi des autres. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Ciao.
Ça va, je suis glacée. J'étais mort de chaud et puis j'étais glacée comme ça. Ouf. Attends, ça. Ah ouais, je crois que tu pleurais. Ah, moi je lève la tête, je la vois pleurer, je sais pas. C'est la séance, c'est pas toi. Bah alors, pourquoi tu pleures comme ça? Comment c'était? C'était fou. Ah bah ça avait l'air. Attends, faut que je reprenne mes esprits. Ça a duré combien de temps? 1 heure. Ah punaise, On ouais, a fait toute l'heure, ouais. Ah ouais, bah je me disais, putain, j'ai l'impression que ça faisait 6 heures. Ah ouais. Je vais prendre mon peignoir. Ça a démarré super vite. C'est comme si ça avait libéré plein de gens, une reprise de pouvoir. Il y a un moment où où j'étais assise, où j'étais fière comme ça, tu vois. Je me sentais vraiment comme une danseuse qui se tient super droite et super bien. Et d'habitude, je me tiens toujours comme ça. Et là, je me sentais vraiment genre fière et droite. Et c'était ok, je peux avoir ce pouvoir-là en moi et c'est ok. On va pas te tuer, on va pas te brimer pour ça, tu peux vraiment laisser aller le truc. Et alors, punaise, dans mes mains, quoi, dans la paume de mes mains pendant toute la séance. Et en fait, c'est à la fin que j'ai eu froid. C'est quand ça s'est vraiment calmé et apaisé. C'est comme si c'était que de l'intégration. Et je sentais vraiment partout et je sentais des frissons dans tout le corps et dans les mains. Et c'est là où c'est devenu vraiment froid parce que c'était comme si tout se cristallisait comme ça et prenait place. Vous voyez, c'était vraiment ça. C'était une libération de plein de gens et puis une reprise de pouvoir. Et puis une intégration. Merci. Merci à toi. Vraiment merci, mais alors, waouh!